Et oui, le jean est français, c'est la fameuse toile de Nîmes. Alors pas étonnant que les entreprises tricolores veuillent aujourd'hui se le réapproprier. Pour accueillir nos invités qui sont à la relance de cette filière, à mes côtés Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth. Bonjour Raphaël et bonjour à tous. Et notre coach du jour, Guillaume Gibaud du slip français, le fondateur. Bonjour Guillaume. Idéal pour le jean, le slip, bien sûr. Évidemment, il n'y a qu'à le mettre dessous, c'est parfait. Le jean, c'est le chez nous, même si aujourd'hui, Lévis a le marché. Eh bien, c'est dans l'Hexagone, à Nîmes, qu'il a été inventé. C'est donc pour se réapproprier cette invention que les marques françaises se lancent à l'assaut de ce marché. Bonjour Thomas Hurier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes d'habitude dans le fauteuil d'en face, celui de Guillaume, en tant que coach. Aujourd'hui, vous allez passer sur le grill et être challengé. Vous êtes le fondateur de 1083. Vous êtes installé à Romans-sur-Isère. D'abord, dites-moi, quand on est dans la capitale de la chaussure, pourquoi est-ce qu'on a envie de se lancer dans l'aventure du jean ? Parce qu'on a une histoire profonde avec la mode, avec l'industrie, et du coup notre volonté de relocaliser, elle est vraiment nourrie par tout ce qu'on a connu de délocalisation. Donc quand on parle de Made in France et d'écologie, de respect de l'environnement, autant s'atteler à un des produits le plus populaires et le plus symbolique, le jean. Et puis vous aviez aussi envie de revenir chez vous, à côté de votre grand-mère. C'est aussi ça qui vous a motivé. Oui, à la base c'est une histoire familiale. J'ai transformé une maison de famille en magasin il y a 11 ans. Et puis ce magasin s'est développé, a manqué des fournisseurs. Donc j'ai créé 1083. Et puis voilà, d'année en année, en suivant mes clients, on en est à plus 55 emplois directs là. Donc c'est assez spectaculaire grâce aux commandes clients. Alors dites-moi, votre toile de jean, c'est la fameuse toile de Nîmes ? Oui, alors le premier de Nîmes qu'on a lancé en plus en financement participatif en 2013, c'est une copie du Serget de Nîmes qu'on a identifié, qu'on a trouvé au musée municipal de Nîmes. Et du coup, on est parti de cette toile historique tissée en France pour développer notre marque. Et aujourd'hui, on a 5 de Nîmes différents qui sont systématiquement teints, tissés et confectionnés en France. On a vraiment la volonté d'être dans un Made in France au maximum. Elisabeth, un peu d'histoire, oui, évidemment. Repartons à Nîmes. Oui, parce que tout commence à Nîmes, hein, c'est ça. C'est de là d'ailleurs que vient le mot de Nîmes, de Nîmes. Ça démarre donc chez nous au XVIIe siècle. Les tisserands, notamment la famille André, qui fabriquent une toile de coton, une toile particulière. Ce sont eux qui vont commercialiser la Serget de Nîmes, une toile réputée pour sa résistance. Elle sert à fabriquer des vêtements de travail, des voiles ou de navires ou des tentes. Et cette toile va donc être bientôt transformée en denim, puis teintée en bleu. C'est une vraie aventure. Qu'est-ce qu'il dit le coach de cette saga du jean ? Le coach, il va se mettre dans son rôle de coach. Je vais le chatouiller un peu. Quand on remonte les filières, on essaie de comprendre un peu toutes les étapes. Je sais qu'il y a une actu très récente de 1083 avec un tisseur. Est-ce que tu as besoin de dire un mot ? Et quand on est une marque, qu'est-ce que ça veut dire finalement d'aller racheter un fabricant qui est a priori pas forcément son métier de base ? Est-ce que c'est pas un risque financier trop important ? Je mets ma casquette de coach, je pose la question méchante, mais est-ce que c'est pas comment est-ce que vous voyez les choses chez 1083 ? Non, c'est pas du tout méchant, c'est sérieux. Effectivement, cet été, à force de grandir, on s'est appuyé sur un principal fournisseur qui est un des derniers filateurs français et un des tisseurs français. Et malheureusement, il a déposé le bilan en mars 2018. Avec une période d'attente derrière pour voir s'il allait reprendre des activités. Malheureusement, ça ne s'est pas produit. Et donc, on s'est mobilisé avec le directeur de la partie tissage pour essayer de reprendre l'usine, sauver des emplois et du coup conserver ce savoir-faire en France. Donc, c'est un gros cap pour nous, puisque du coup, on va passer de 20 à 55 aujourd'hui. Mais c'est passionnant. Je découvre les Vosges, c'est un merveilleux pays aussi. Et voilà, c'est une belle aventure. Après, c'est laborieux au beau sens de labeur. Ça veut dire, Thomas, qu'aujourd'hui, le jean 1083, quel qu'il soit, quel que soit le modèle, il est forcément fabriqué en France de A à Z ? Alors de A à Z, non, parce qu'on n'est pas encore un pays producteur de coton. On le saura quand on apprendra à recycler les jeans et donc à extraire le coton de nos vieux vêtements. On est vraiment branché sur le recyclage. Par contre, à partir du moment où on a la fibre, on file, on teint, on tisse, on confectionne en France. Et du coup, sur les 89 € que dépense le consommateur, il y en a 86 qui règlent l'économie locale. Les 3 € qui restent, c'est le coton et les boutons et les rivets qu'on n'a pas encore su relocaliser. C'est important de relancer ce marché parce que c'est un gros marché, Elisabeth. Oui, il s'en vend 2,3 milliards de paires par an. Je vous parle au niveau mondial, pour un chiffre d'affaires de 58 milliards de dollars, parce que c'est mondial, donc je vous parle en dollars. Et au niveau mondial, donc c'est Lévis qui est le leader sur le marché. Aujourd'hui, on compte environ 7 jeans par personne dans le monde. C'est le cas autour de la table ? Vous avez tous en moyenne 7 jeans ? 7 peut-être pas, mais 5 je crois.